Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une course-poursuite qui finit mal dans une cité sur fond de trafic de stupéfiants. C'est le point de départ furieusement actuel de la nouvelle fiction de Mabrouk Rachedi. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est l'élection présidentielle à Taïwan. Les programmes, ceux d'histoire et de géopolitique. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. On retourne dans les grands lacs canadiens. Il aime bien Brandon avec une nouvelle découverte subaquatique. Enfin, des livres jeunesse encore. Et enfin, dans la librairie de Célie Luton pour notre rendez-vous hebdomadaire avec les albums et la littérature jeunesse. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Il y a mille et une façons et mille et une raisons de tout casser. Certaines conduisent à la haine, à la destruction, d'autres à renverser les perspectives, à se libérer de ses peurs et de ses chaînes et à tenter d'inventer un monde meilleur. C'est résolument ce second terrain que choisit notre invité pour dans son nouveau roman, le 10e. Il vient de sortir chez Actes Sud Jeunesse. Son titre résonne comme celui d'un bon vieux Léo Mallet. Banal flambé dans ma cité, son auteur Mabrouk Rachedi. Mabrouk, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est ravis de vous accueillir dans la quotidienne. Il y a pas mal de coups de théâtre dans le livre. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai beaucoup aimé. On va donc essayer de ne pas tout dévoiler, mais quand même le point de départ, tout commence par la mort d'un jeune homme. Il est tué par un policier sur un terrain vague dans une cité, sous les yeux d'un jeune témoin qui va mener l'enquête, et ce jeune témoin s'appelle Mabataï. Oui, Mabataï est témoin, mais il ne peut pas trop parler de ce qu'il a vu, parce que déjà, il n'est pas certain de savoir s'il l'a vraiment vu. Donc s'il l'a rêvé, et en plus les conséquences, parce qu'il croit avoir vu sur place son meilleur ami. Donc son enquête va être de rechercher son meilleur ami dans un réseau de drogue. Et donc voilà, c'est mon ambition, c'est ça, de romancier, que le lecteur se demande qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour où Mabataï a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Le premier fil tendu tout au long du livre, c'est celui des violences policières, et pourtant, et vous tenez à le préciser dans la présentation du livre, il a été écrit avant les événements de l'été dernier. Oui, parce que en fait, dès mon premier roman, en fait, qui est paru en 2006, ça parlait déjà d'émeutes. Donc, en fait, dans un monde où rien ne bouge, comme en banlieue, parler du passé, c'est aussi parler du présent et même du futur. Donc, voilà, c'est là où il y a cette actualité permanente avec les relations entre la police et les habitants, et des émeutes qui se répliquent continuellement. Et donc voilà, ça a été avant les émeutes. La mort de Naël et les émeutes. Voilà, exactement. Mais c'est une actualité qui revient toujours. Donc je ne me sens pas dans la peau de quelqu'un qui a deviné, mais de quelqu'un qui raconte ce qui se passe toujours. Qui raconte de manière mesurée. Vous choisissez, c'est amusant parce qu'Insasané dans Carambolage fait un petit peu pareil, mais lui c'est avec le personnage d'un CRS. Mais voilà, c'est pas les jeunes contre les policiers. Les policiers ne sont pas les ennemis, en tout cas pas les ennemis absolus dans le bouquin. Ah oui, ils ne sont pas les ennemis absolus. Et moi, j'ai la chance, j'ai grandi en banlieue. Alors, j'ai grandi avec cette image du policier comme un ennemi. Et j'ai évolué. Et sans police, de toute façon, et sans policiers, le monde serait difficile à vivre. Et j'ai eu aussi la chance d'animer des ateliers d'écriture avec des policiers et des habitants de quartier. Et donc, voir que le dialogue entre ce qu'on voit comme des ennemis est possible. Donc, si c'est possible dans la vraie vie, c'est aussi possible dans les livres. Ces jeunes, quand vous les rencontrez justement, et qui sont concernés, eux, au quotidien, par ces violences, à commencer par les contrôles aux faciès, parce que quand même ça existe, comment ils réagissent quand vous leur dites il ne faut pas opposer de manière brutale les deux mondes? Ils réagissent. Alors, j'amène les choses de façon subtile, déjà leur faire écrire sur le sujet, ouais. Et ça c'est très important. Et il y a une façon assez intéressante de voir le rôle de la police, l'importance de la police, c'est imaginer un monde sans policiers. Et alors, la première réaction, c'est « Ah, super, on peut le faire, etc. » Et très vite, on s'aperçoit quand on écrit sur ce thème-là que c'est difficile de concevoir comment on rend la justice. Et même, alors, parfois, les jeunes décrivent des situations où, tiens, il y a un procès, et donc les suspects vont se rendre au tribunal. Et je leur demande « Mais qui les amène ?» Et eux-mêmes, non, mais il faut bien qu'il y ait des personnes qui forcent au cas où ils ne viendraient pas d'eux-mêmes. Et là, on s'aperçoit que finalement, la police a un rôle, et même si on ne s'en aperçoit pas, mais c'est par défaut, on s'aperçoit que ce rôle existe. Alors, il y a l'État, l'ordre de l'État garanti par la police. Il y a deux autres ordres dans le bouquin. Il y a évidemment l'ordre aussi plus subi qu'admis, qui est celui des réseaux de deal.
Oui, il existe et là aussi il est très très présent dans les quartiers. Alors quand j'ai grandi aussi partout où je vais, et alors dans les ateliers d'écriture aussi et d'expression, je rencontre des habitants de tous les âges et c'est un sujet qui ressort souvent et les points d'île sont très visibles dans tous les quartiers. Donc c'est vraiment une réalité qui est pesante, permanente et qui est subie par pesante, mais qui assure aussi une forme d'ordre quand même. Ouais, le quartier est, comme on dit, je mets des guillemets, mais il est tenu. Il est tenu dans tous les sens du terme, jusqu'à un certain point. Et avec un sens des valeurs qui entraîne des effets, et qui entraîne des effets qui sont qui sont très négatifs. Il y a un troisième ordre, je vous poserai la question après l'anti-sèche, c'est l'ordre capitaliste. On va vous retrouver Mabrouk Rachedi juste après cet anti-sèche pour continuer à parler de Banal flambé dans ma cité. Super nouveau roman qui vient de sortir chez Actes Sud Jeunesse. Brandon Warrett, l'anti-sèche. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Demain s'ouvrira l'élection présidentielle à Taïwan, élection capitale pour la sécurité internationale, au moment où la Chine accroît sa pression sur le pays. L'occasion de revenir sur son histoire et on va aussi croiser la géopolitique. Bref, plein de sujets qui sont au programme. Beaucoup de choses à raconter au sujet de Taïwan, ce petit État insulaire de 36 000 km² au large de la Chine, entre l'océan Pacifique et la mer de Chine. Au total, c'est 24 millions d'habitants, 3 fois moins que la France. On pense évidemment souvent que Taïwan, c'est une seule île. En fait, c'est 168 îles. Donc évidemment, la revendication est très importante du côté de la Chine pour dominer cette partie de la région et d'une certaine manière toute l'Asie de l'Est. Ça fait très longtemps que la Chine revendique ce territoire. On va remonter justement le temps. Ça date pas de l'époque de Xi Jinping, mais bien plus loin, déjà au début du XXe siècle. Au début des années 20, par exemple, on a les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong qui commencent à s'unifier parce qu'il y a des problèmes dans le pays, dans la Chine. C'est que les seigneurs de guerre sont là et dominent, sont extrêmement puissants à l'époque. Les nationalistes commencent à s'imposer comme la force politique principale et établissent un gouvernement à Nankin. En 1927, Chiang Kai-shek, lui, en a marre des communistes et il veut effectivement mettre fin à la force communiste dans le pays. Il y a le massacre de Shanghai qui va évidemment provoquer de nombreuses révolutions, de nombreuses manifestations et qui marque profondément l'histoire de la Chine. Et lors de la conférence de Potsdam en 1945, il est décidé que la Chine, dirigée à l'époque par les nationalistes, allait reprendre le pouvoir sur Taïwan, qui est à l'époque une ancienne colonie japonaise depuis 1895. Ils revendiquent, les Chinois nationalistes et même les Chinois communistes, être les seuls responsables de cette partie du territoire. À cette époque, la Chine fait face à d'importants défis économiques, industriels, et les nationalistes qui sont donc toujours au pouvoir sont pourtant très impopulaires. Effectivement, et les campagnes militaires contre les communistes qui se sont réfugiés dans le nord du pays ne fonctionnent pas. Les idées véhiculées par les communistes plaisent de plus en plus à la population. En 1949, le Kuomintang, le parti nationaliste chinois guidé par Chiang Kai-shek, perd pour la première fois face aux communistes de Mao Zedong. Le gouvernement nationaliste et 2 millions d'habitants migrent, se replient sur l'île de Taïwan. C'est là que Taïwan commence à avoir une importance et une scission par rapport à la Chine continentale qui devient Chine populaire sous le gouvernement communiste. République populaire de Chine. Effectivement, la République populaire de Chine. Mao, lui, pensait reprendre le pouvoir de Taïwan assez rapidement. La guerre de Corée entre 1950 et 1953 va geler la situation. Le paradoxe quand même, c'est qu'entre 1949 et 1971, Taïwan est le seul représentant de la Chine aux Nations Unies. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir Taïwan et les États-Unis collaborer et Taïwan va devenir de plus en plus riche. Jusqu'en 2016, les relations diplomatiques entre Pékin et Taipei sont, si ce n'est adoucies, du moins stabilisées, on va dire, avec un pouvoir chinois qui privilégie l'idée d'une coexistence. Oui, mais nouvelle ligne politique en 2016 avec l'arrivée de l'actuelle présidente de Taïwan qui a rouvert aussi un problème diplomatique entre la Chine et Taïwan. La tension militaire entre Pékin et Taipei est désormais quasi quotidienne. Il ne se passe pas une journée sans que le ministre de la Défense taïwanais ne signale l'intrusion d'une ou plusieurs attaques de navires ou encore des avions dans les eaux territoriales taïwanaises. En 2022, plus de 1700 intrusions aériennes chinoises ont été recensées. C'était 1000 un an plus tôt et 150 en 2021. Vous avez vu la différence importante ces derniers mois. Avec le temps, on a aussi Taipei qui est devenu il fait partie de ces 4 dragons importants avec la Corée du Sud, Singapour et Hong Kong, avec un PIB quand même, Taïwan, 25e pays au monde. Donc on comprend aussi l'intérêt de la Chine de vouloir rattacher cette partie du territoire à la Chine du pays. Il faut savoir aussi quand même que Taïwan se développe considérablement ces dernières
dernières années, avec évidemment de nombreux partenariats commerciaux avec les États-Unis. Évidemment, on comprend aussi l'intérêt de la Chine d'intervenir militairement pour affaiblir les États-Unis et d'affirmer sa position. Donc maintenant, reste à savoir si les résultats de demain entraîneront une ligne politique différente. Ça pourrait entraîner des conséquences dans la région et d'une certaine manière dans sur le monde le entier. reste du globe. Brandon, merci beaucoup pour cet anti-sèche. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Avec plaisir. Mabrouk Rachedi, Grand Oral. La bande et moi, nous sommes les enfants de la même rage, dit Mabataï. Mabataï, c'est le personnage principal du nouveau roman de Mabrouk Rachedi. Un drôle de nom d'ailleurs, hein. On croit que c'est le nom d'un guerrier Maasai. Une chanson de Balavoine. Eh ben voilà, Ouais, il a toujours bon. C'est ça qui est extraordinaire. Et l'idée m'est venue un peu comme ça parce que... Mon fils Mabataï. Exactement. Et il y a une légende familiale dans ma famille qui dit que quand j'ai entendu cette chanson, je croyais vraiment que le fils s'appelait Mabataï. À vous? Voilà, moi-même. Ah, excellent. Petit. Donc c'est un clin d'œil à votre propre enfance. À ma propre enfance. Et moi-même, je m'appelle Mabrouk et en arabe, ça veut dire félicitations. Et parfois, quand je me présente à quelqu'un, on croit que je le félicite. Ah oui, d'accord. Donc, bonjour Emmanuel Mabrouk. Non, mais je vous en prie. Voilà, merci. On me dit, voilà, et moi je dis non, c'est mon prénom. En fait, maintenant, j'en suis amené je suis venu à dire je m'appelle Mabrouk. Ça fait un peu James Bond, voilà, mais. et voilà, c'était aussi, il y a quelques quiproquos qui naissent quand il dit son prénom. Et je me suis un peu reconnu avec ce Mabrouk. Félicitations. Celui-ci est amusant. Je disais que dans la cité dans laquelle se déroule qui est le théâtre des aventures de Mabataï et du roman, il y a l'ordre de l'État qui est incarné par la police, il y a l'ordre des dealers qui tiennent la cité, et puis il y a quand même l'ordre capitaliste, puisque tout ce qui trouble le business doit être combattu, et ça, finalement, ça rencontre le sujet du capitalisme. Vous l'avez approché de l'intérieur, vous avez été analyste financier. J'ai été analyste financier. Et ben alors Mais nous vivons tous dans un monde capitaliste et nous sommes soumis à ces lois, qu'on le veuille ou non. Mais moi, alors, j'ai pas couru après le capitalisme en tant que tel, j'ai couru après l'argent. Je viens d'un milieu défavorisé, enfin voilà, un milieu plutôt modeste, et j'ai couru après ce que je n'avais pas, l'argent. Mais à un moment, vous arrêtez de courir après l'argent, parce que vous êtes peut-être millionnaire grâce à vos livres, mais vous seriez un des rares en France. Je ne suis pas millionnaire, mais à un moment, je me pose la question du sens. Je suis là, je ne gagne pas très bien ma vie, mais je sais que je vais bientôt très très bien la gagner, et je me dis que, et je parle avec beaucoup de gens qui me disent oui, demain j'arrête, mais jamais n'arrête en fait finalement, et qui travaillent dans la finance, parce que le train de vie, c'est un piège, et on a des crédits à rembourser, etc., etc. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis que je suis adolescent, et écrire. C'est envie d'écrire. Voilà. Il y a un autre acteur très important dans le rapport à l'ordre, à l'autorité dans le bouquin, c'est le père du personnage principal, un immigré venu du Congo, un enseignant. Oui, voilà, et c'est son père. Alors, il est un peu largué par rapport à Mabataï. C'est le conflit un peu classique entre un père et son ado, et en plus, dans une situation familiale particulière, puisque la mère est morte, et donc, voilà, c'est... Mais c'est par le truchement, pardon, je vous coupe, mais de ce père que vous inscrivez la situation des jeunes des cités dans tout un continuum de lutte qui remonte à l'esclavage. Parce que vous évoquez Toussaint Louverture, il y a les luttes décoloniales aussi, Sékou Touré est évoqué, puisqu'un des personnages s'appelle Sékou. Le père s'appelle Patrice, hommage à Patrice Lumumba. C'est important de leur raconter cette histoire aux jeunes, ils la connaissent? Ils la connaissent très mal. Hein. Très mal. Très, très mal. Et les noms, d'ailleurs, tout ça à l'ouverture, j'en ai essayé d'en parler. Je saisis parfois l'occasion de l'actualité, et de l'actualité qui peut les intéresser. Et dans le dernier Black Panther, il y a une référence à Toussaint Louverture, et j'en ai parlé, et je leur ai dit alors, et ça vous dit quoi cette dernière scène où on parle de Toussaint? Et on dit, et dans le film, je crois qu'il est dit un nom chargé d'histoire, ça ne leur dit rien en fait. Et donc tous ces noms, même dans leur pays d'origine, voilà, ils ne les connaissent pas. Et pour vous, c'est important d'ancrer cette situation dans tout ce continuum? En tout cas, de les interpeller, de leur poser des questions. Après, chacun se saisit de sa propre histoire comme il l'entend, mais au moins leur dire qu'il est possible de s'interroger sur sa propre histoire. Après, chacun fait ses choix. Et il y a de l'histoire très contemporaine, le personnage de Katia, qui est une jeune femme, jeune militante, qui évoque quand même un peu Assa Traoré. Qui évoque beaucoup de militants. En c'est fait. ça. C'est ça. Assa Traoré parmi d'autres militants, parce qu'on a tendance à focaliser sur des personnes... Non, mais parce que vous la dotez, à la fois son frère est mort tué par la police, comme le frère d'Assa Traoré,
Traoré, vous la dotez d'une coupe afro qui fait quand même partie des signes de reconnaissance d'Assa Traoré. Enfin, bon, voilà. Oui, voilà. Mais après, on voit que dans les luttes contre les violences policières, souvent, elles sont menées par des femmes et des sœurs. Donc, elles représentent un peu toutes ces personnes qui luttent. Et elle a été politisée et militante depuis, avant même la mort de son frère. Donc, c'est une militante engagée. On aura compris que dans tout votre livre, il n'y a pas de manichéisme, c'est pas les bons contre les méchants. Ma bataille, vous le situez d'ailleurs d'un petit peu dans un entre-deux. Il est à la fois pas enfermé dans la cité, son père essaie de lui offrir autre chose, en même temps il est dedans. Ça rend pas le chemin forcément plus facile d'ailleurs de ne pas savoir exactement dans quel camp on est. Ma bataille est très passif, il est observateur en fait, et même dans la façon dont il crée de la musique, ce que lui reproche aussi Katia, parce qu'ils se rencontrent via la musique, les deux, il l'observe, il raconte des scènes du quotidien, mais il n'a pas de point de vue très politique, très marqué, mais en même temps, raconter... C'est déjà prendre position. C'est déjà prendre position. Mais parce qu'effectivement, dans ce qui sauve, il y a le rap, et plus généralement l'écriture, peut-être qu'on en reparlera juste après la récré, on retrouve Mabrouk Rachedi pour continuer à parler de Banal flambé dans ma cité, mais pour l'heure, Brandon Warrett. Brandon, vous nous emmenez aujourd'hui pour cette récré assez loin. On traverse l'océan, on sort de l'océan, mais on va quand même au bord de l'eau pour une découverte tout à fait étonnante. Rien à voir avec le Titanic ? Oui, c'est un peu les mystérieuses cités d'or, cette région des Grands Lacs. On en parlait déjà au mois de novembre dernier, où des documentaristes étaient tombés sur une épave lorsqu'ils cherchaient à évoquer l'impact des moules dans la région des Grands Lacs proches du Canada. Eh bien, encore une fois, mon cher Emmanuel, les Grands Lacs font parler d'eux ces derniers jours, puisqu'un père et sa fille étaient tranquillement en train de pêcher il y a quelques semaines sur le lac Michigan. Ils pensaient tomber sur une énorme pieuvre. Eh bien non, le sonar du bateau a sonné. C'est un navire qui s'est échoué le 8 octobre 1871, alors qu'il naviguait dans cette épaisse fumée de l'incendie de Peshtigo. C'est l'incendie le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis d'Amérique, qui a brûlé 500 000 hectares, 1500 morts en 1871, et 16 villes ont été rayées de la carte avec cet incendie, et la ville de Peshtigo a péri en moins d'une heure. En fait, c'est pas une très grande surprise de tomber sur des épaves dans cette région des Grands Lacs, puisque on a 1400 épaves dans la région encore aujourd'hui. C'est là où il y a le plus d'épaves qui sont tombées, qui ont perdu la vie, et tous ces hommes derrière dans l'histoire. Il y a quand même une petite course contre la montre. Oui, voilà, parce que selon les spécialistes, il resterait 1 voire 2 décennies avant que ces bateaux deviennent définitivement méconnaissables et disparaissent à tout jamais. Petite nouvelle quand même, on a des recherches qui sont prévues à partir du printemps prochain, donc on pourra sans doute en reparler. De nouvelles recherches, les scientifiques vont directement. D'ailleurs, le gouvernement américain et canadien ont collaboré pour cette traversée. Il y a de nombreux pays qui ont rejoint, parce que on pourrait peut-être retrouver de nombreux bateaux encore. Vous aimez tellement nous les raconter, c'est découverte que vous allez faire une petite partie de pêche. Exactement, je sens et je vais devenir riche et je quitterai cette émission. Oh bah alors, ça revendique. Mabrouk Rachedi, lui, il était analyste financier, il allait devenir millionnaire, il s'est dit je vais devenir romancier. On le retrouve. Banal flambé dans ma cité, c'est le 10e roman de Mabrouk Rachedi, c'est chez Actes Sud de Jeunesse. Il est l'invité du Grand Oral. Il y a un grand absent dans le bouquin, c'est le religieux. Oui. Voilà. No comment. No comment. Parce que quand on parle des ordres et de ceux qui permettent de se situer, on disait la police, l'État, il y a le deal, il y a l'école, qui n'est pas forcément omniprésente, mais qui est quand même présente dans le bouquin. Il y a le politique, mais le religieux, c'était pas... C'était pas quelque chose que j'avais envie d'aborder. Bon. Il y a un grand présent, en revanche, c'est Camus. Oui. C'est un auteur important pour vous, et notamment L'étranger, le personnage de Meursault, un peu comme ma bataille, c'est cette position d'observateur. Exactement, qui est très passif, et j'aime ce parallèle, parce qu'il finit par aussi se reconnaître en le personnage de l'étranger, de Meursault, pardon, parce que aujourd'hui, maman est morte peut-être hier, et ça résonne avec sa propre histoire personnelle, et moi, Camus a été, dans mon parcours, un auteur important, et
il le reste. J'ai lu Camus quand j'étais adolescent et j'ai relu Camus plus tard et je l'ai relu totalement différemment et avec l'épaisseur de l'expérience et c'est terrible de se retrouver finalement, par exemple dans la chute, se retrouver dans cette dialectique parfois de l'abandon et en même temps parfois cette idée de rebond peut-être éventuellement. Donc oui, Camus est un auteur qui a compté et qui compte pour moi. La chute au sens du roman La Chute, pas la chute au sens de la fin de L'étranger. À Amsterdam, voilà. ce superbe monologue d'un avocat déchu. Avec le juge pénitent. Ouais. Très beau roman aussi, La Chute. C'est un livre qui est tout sauf c'est pas un essai politique, mais ça parle quand même beaucoup de politique. Et c'est un livre qui est assez critique. Là, je parle du vôtre, notamment vis-à-vis des politiques. Et quand il dit que leur langage est celui du café des commerces, même radicalité, même simplisme, ils refusent la complexité. Et c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes. En tout cas, voilà, dans la représentation médiatique telle qu'on la voit, c'est vrai qu'on oppose des camps, en fait, et des gens qui sont ennemis irréductibles et qui n'ont pas qui s'invectivent. Et d'ailleurs, ça joue vraiment sur la façon dont les jeunes, les gens dialoguent maintenant, parce que c'est devenu une norme. C'est des gens qui n'ont rien en commun et qui s'insultent. Voilà, c'est vraiment une société du conflit. Et alors les chaînes d'information en continu ont beaucoup joué là-dessus et ça crée de l'audience et créer de l'audience. Et parmi les jeunes que vous rencontrez quand vous faites ces ateliers, notamment dans les quartiers, c'est quelque chose dont ils vous parlent, c'est quelque chose qui les heurte ou ils vous disent justement, je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de gueuler à l'Assemblée nationale et à ce moment-là de ne pas gueuler au collège. Ils sont vraiment imbibés de cela. Voilà, ils disent si eux le font, pourquoi pas nous pas moi. Et c'est vrai qu'on le voit même à l'Assemblée nationale. Vous avez bien raison de le préciser. Ce n'est pas que le petit cercle médiatique, mais quand même les politiques donnent le mauvais exemple et quand l'impossibilité du dialogue semble être la règle, que fait-on ? Vous aviez publié il y a quelques années dans Le Monde une tribune où vous parliez du regard des jeunes sur eux-mêmes en disant qu'il y a, à l'époque en tout cas, il y avait dans les quartiers l'aveu d'un terrible complexe d'identité. C'est quoi un complexe d'identité ? Est-ce que vous le ressentez toujours ? Il y a un complexe d'identité. Alors c'était en rapport à l'opéra, c'était intéressant, j'avais appelé ça le fantasme de l'opéra. C'était que c'était des jeunes, c'était dans un cadre très particulier, une super prof de philosophie de la Courneuve qui organisait des rencontres avec des archéologues, avec des mathématiciens et des écrivains. J'étais intervenu dans ce cadre-là et la question de l'opéra est intervenue en disant oui, eux, les autres, qui ne sont pas de banlieue, vont à l'opéra. Et ils imaginaient que l'opéra était peuplé d'ingénieurs. Exactement. Parce que forcément, l'ingénieur, il allait à l'opéra. Exactement. Et moi, je leur ai dit, je suis passé de l'autre côté et j'ai vu que, moi, quand je travaillais dans la finance, et même quand aujourd'hui... Les gens n'allaient pas à l'opéra. On peut, et on peut parler aussi de foot, et qu'il y avait aussi un déni de leur propre culture. C'était, eux sont cultivés, et nous ne le sommes pas. Alors que chacun a une culture, forcément. Cette question d'identité, elle est pour vous cruciale. C'est pour ça que vous écrivez aussi, autant pour les jeunes, parce que vous écrivez aussi pour les adultes, mais autant pour les jeunes, parce que c'est un moment vraiment où ça se cristallise, où ça se forge. Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est là où on se pose des questions, où parfois d'ailleurs on trouve des réponses un peu précipitées. Et moi, vraiment, la fonction de mes livres, c'est de raconter une histoire d'ailleurs, déjà, et d'intéresser le lecteur, les lectrices, mais aussi de questionner sur des sujets de société. Et j'insiste sur vraiment questionner. Je ne veux pas donner des réponses toutes faites, etc. Je veux juste que des jeunes se posent des questions après qu'ils y répondent comme ils l'entendent. Et ce qui est super, dans le livre, on a pu vous donner l'impression que c'était un peu un essai politique, mais pas du tout. C'est vraiment bourré de rebondissements. Et je ne voulais pas vous raconter, je ne veux pas vous raconter l'histoire, voilà, parce qu'il y a des coups de théâtre. Surtout au moment où, non, je ne le dirai pas, Banal flambé dans la cité Mabrouk Rachidi. Vous restez avec nous à pousser les portes d'une librairie où il est en vente d'ailleurs. C'est la librairie de Célie Luton que l'on retrouve chaque semaine pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Brandon, merci. Merci. Célie Luton, la librairie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous l'avez, Banal flambé dans ma cité depuis hier dans les rayons de la librairie. Ça y est, il est arrivé. Super. Voilà. On continue avec vous à explorer les lectures pour les enfants et les ados. Oui. Aujourd'hui, Lola. Lola, Yvan Pommeau,
Exactement. Immense signature de l'illustration jeunesse. C'est pas tout jeune, Lola. Alors non, c'est pas tout jeune. Alors Yvan Pommeau, illustration et texte, son épouse Nicole Pommeau aux couleurs. Oui, on commence l'année en faisant un petit bond en arrière. Ça a été, publié aux éditions du Sorbier entre 1981 et 1983 pour la première fois. Et là, vous avez une petite anthologie de 5 histoires. Et Lola, elle est très mignonne. Vous savez que je suis prudente à chaque fois entre l'album, la bande dessinée pour les tout petits. Celui-ci, de 5 à 7 ans, mais même à partir de 3 ans, on peut le raconter. Il y a une interaction entre le texte et l'image qui fait que c'est un dialogue entre le papa et sa petite fille qui a des questions. Mais des questions. Est-ce que le monde, il est vraiment rond ? Comme une orange peut-être, on ne sait pas. Ou c'est quoi un bon livre ? Ça, je sais, moi. Est-ce que mais des choses tellement adorables. Et le papa est tout disposé à répondre aux questions de sa petite. Et on peut se sentir, on peut s'identifier à chaque fois, même nous adultes, de répondre à chaque question. Le secret d'un bon jardin, arroser quand il faut, être patient, couper au bon moment, c'est adorable. Et le pinceau et les couleurs de la famille Pommeau, tout à fait très reconnaissable. À redécouvrir la famille Campagnol. Toujours des campagnols, des souris cette fois, des souris du Louvre. C'est ça. Oui. Joris Chamberlain, Sandrine Goalecdrac et on est chez Delcourt. Et le Louvre, coédition du Louvre. Exactement, il y a le label Louvre Édition. Les souris du Louvre, c'est les mêmes scénaristes qu'une série très connue, Les Carnets de cerises, qui a été achevée il y a quelques années. Là, c'est une petite série en 5 tomes, c'est court. Ça va. Et c'est l'histoire de Milo, amoureux du musée du Louvre où travaille sa maman. C'est son musée. Et en prenant des photos, il va découvrir, au pied d'une statue, une petite souris. Elle s'appelle Ésope et elle est promise à un grand destin. Ouais, on se cultive, j'imagine, en lisant tout ça, parce qu'on reconnaît quelques petits noms de l'Antiquité. Et c'est de la bande dessinée, là, encore ? Oui, mais là... Que vous conseillez ? Oui, 8-12. 8-12, voilà. Oui. La BD, on rappelle les fondamentaux de Célie Luton. C'est toujours un peu plus tard, parce que pour que l'enfant apprenne vraiment à jongler entre les phylactères et les dessins, ça ne se fait pas comme ça. Un petit peu, oui. Il y a des choses à prendre en compte. Et un auteur qu'on adore ici, Jules, avec Aitor Alfonso, La fin de l'histoire, fin FAIM, une histoire du monde par la gastronomie, c'est le volume 1. Alors ça, et c'est chez Dargaud. Voilà, c'était une des pépites de la fin d'année 2023, mais j'espère qu'on continuera de lire. C'est une bande dessinée, mais pas que, en 2024, car c'est drôle. J'ai mis beaucoup de marque-pages, vous le voyez. J'aurais pu corner toutes les pages. C'est drôlissime. Tout est vraiment... comment on mangeait avec Jésus et les apôtres ? Et avec un titre de chapitre drôlissime, bête de scène, c'est E accent grave. Bah oui, mais ça n'arrête pas. Aztèque. Ah, quelles sont jolies les figues de Pompéi. Et oui, mais moi je me suis régalée. Je ne sais pas si vous voyez, mais un Romain qui se demande s'il a des gargouilles dans le ventre ou quoi qu'est-ce. Alors que c'est tout simplement le Vésuve en train de... Mais oui, le cycle des Lumières, comment est-ce qu'on mangeait des légumières. Le cycle des légumières pour le cycle des Lumières. C'est forcément... Ouais, j'adore. Voilà. Après, moi, je suis bon public, c'est vrai. Mais c'est aussi une manière de plonger dans l'histoire à travers la gastronomie. Et pour un curieux, pour un enfant, des fois, fin collège, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va te donner comme livre ? Tu n'as plus envie de lire, mais en même temps, tu es toujours aussi curieux. Voilà, la réponse est toute trouvée. Comment on mange à Cuba ? Je ne sais pas. On déguste la gastronomie. Je me dis que le titre de mon livre, Banane flambée dans ma cité, avec la banane flambée, ça pourrait être... Alors, moi, j'y avais pensé. J'y ai évidemment pensé. En plus, c'est un rap, c'est un texte qu'on peut lire dans le livre. Moi, ça m'a fait penser au jeu de Léo Mallet ou tout ça. Voilà. On a des références qu'on peut. On a des références. Merci beaucoup, chère Célie, pour tous ces super conseils de lecture en cette rentrée. Mabrouk, merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Banane le flambé dans ma cité. Super roman, le 10e de Mabrouk Rachedi, c'est chez Actes Sud Jeunesse. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Eva Troller. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.